Bosser sur les biostimulants, stimulateurs de défense, au début c'est super bien vendu, on vous fait croire qu'on va révolutionner l'agriculture avec ces choses-là. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un grand nombre de champignons qui ne sont pas capables de pousser, de se développer, de vivre, s'ils ne sont pas en symbiose avec la plante, et donc on ne peut pas les cultiver sur des boîtes de pétri. Donc comment est-ce qu'on fait pour les voir et pour les identifier? Eh bien, on est obligé de passer par la biologie moléculaire. Donc la PCR, ça va me permettre surtout de supprimer tout l'ADN génomique des plantes que je trouve et d'augmenter uniquement une petite partie que j'aurais choisie. Donc l'idée de se dire que une racine de plante, elle est mycorhizée par 1, 2, 3 mycorhizes, non. Non, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense. Dans les conditions d'emploi préconisées, ne permettent pas de démontrer l'efficacité. Après ma thèse, j'ai été embauché chez un CRO. Donc, ce que je faisais, c'est que je développais des tests, fort de la biologie moléculaire et toutes mes expériences en biologie moléculaire et microbiologie. Je développais des tests pour trouver, on va dire, l'efficacité, ou pour essayer de montrer l'efficacité des produits novateurs, soi-disant novateurs, que sont les biostimulants, les stimulateurs de défense, pour toutes les entreprises qui développaient ce genre de produits. Sauf que ces entreprises, c'est toujours dans une optique d'agriculture conventionnelle, et il n'y a pas du tout une vision globale qui, pour moi, manque énormément dans l'utilisation de ces produits. Donc, au bout d'un moment, j'ai commencé un peu à être, comment dire, en contradiction avec les pensées. Voilà, bosser pour Monsanto, entre autres, c'était pas forcément ce que je rêvais. Moi, je pensais contribuer à l'amélioration de l'agriculture et bosser sur les biostimulants, stimulateurs de défense. Au début, c'est super bien vendu. On vous fait croire qu'on va révolutionner l'agriculture avec ces choses-là, mais qu'en fait, l'idée derrière, c'est toujours de vendre des produits à l'agriculteur. D'avoir toujours cette même vision de la plante, elle pousse sur un sol qui est mort et on traite, et dès qu'on a un problème, on a une solution chimique à apporter. Donc ça m'a un petit peu dérangé. Et depuis 1 an et demi, j'ai quitté ce labo, je suis à mon compte. Et donc, bon, j'ai commencé il y a 5 ans à planter des arbres. Je me suis intéressé à l'agroforesterie, donc je suis en Dordogne. J'ai 1,5 hectare de terrain à la maison et j'ai fait, on va dire, je fais ce qu'on appelle, on va dire, de l'agriculture expérimentale. Donc, je suis pas un agriculteur, mais je plante des arbres, je fais des fruitières, je fais ce genre de choses, je fais la surveillance de mon sol. Voilà, sur 1,5 hectare. Après, j'ai aussi 1 hectare de truffiers qui ont 5 ans à l'heure actuelle, donc qui vont commencer à rentrer en production, qui sont placés à côté de quelques autres truffiers que j'ai aussi et qui, eux, produisent. Et depuis 2 ans, je me lance aussi un peu dans la culture de morilles. Donc voilà, ça c'est pour les différentes choses agricoles, mes différentes activités agricoles. Et plus important maintenant, surtout là, j'ai créé une société depuis un peu moins d'1 an, donc qui s'appelle AgroSec Lab. Et dans cette société, qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai développé des méthodologies de biologie moléculaire qui sont connues, en me basant sur la bibliographie, sur ce qui est fait par un certain nombre de chercheurs comme Marc-André Sellos, ce genre de gens. Et j'ai monté mon labo pour pouvoir aller analyser des populations de mycorhizes présentes au sein des racines des plantes. Voilà, et donc j'obtiens ce genre de résultat. Hop, ça, c'est pas bien sorti. Donc ce qu'on voit ici, là, c'est des champignons et puis les proportions avec les différents phylums jusqu'à l'espèce, mais j'aurai l'occasion de vous en montrer d'autres. Donc voilà pour vous présenter un peu mon parcours, et moi je me présente devant vous aujourd'hui. Et donc moi aujourd'hui je vais vous parler de booster la vie des sols. Bon, c'est de manière globale, c'est quelque chose qui vous intéresse tous. Je pense que je ne vais pas vous apprendre énormément de choses là-dessus. L'IB, donc je vais vous montrer, je vais faire un petit plan, donc je vais vous présenter un peu ce que c'est un sol vivant, ma manière de voir ce que c'est qu'un sol vivant, en faisant un focus sur les micro-organismes.
Après, on va regarder un peu quels sont les outils qu'on a à disposition pour pouvoir mesurer ce niveau de vie ou de régénération ou de santé ou de fertilisation de nos sols. Ensuite, on va regarder un peu quelles sont les différentes méthodes. Je vais aller très vite sur toutes les méthodes que vous connaissez, couverts, etc., pour aller faire un peu le focus sur ces fameuses molécules et ces fameux produits que j'ai énormément testés dans mon métier précédent, à savoir les biostimulants et les stimulateurs de défense. Et puis faire un petit point aussi sur les préparations maison. Qu'est-ce qu'on peut faire à la maison, qu'est-ce qu'on peut faire à la ferme comme préparation qui peuvent avoir le même genre d'effet, voire même de meilleurs effets que les biostimulants commerciaux que l'on va acheter. Voilà. Et puis, on fera une petite conclusion sur et après, qu'est-ce qu'on va devenir et qu'est-ce qu'on va faire de tout ça. Alors, là, on a une photo. Je pense que les deux photos, vous voyez bien ce que je veux vous montrer avec cette photo. À mon avis, on n'est pas beaucoup à vouloir un sol comme ça sur son terrain. On est plutôt envie d'un sol comme ça. Donc globalement, qu'est-ce que c'est un sol vivant? Qu'est-ce que c'est un sol fertile? Qu'est-ce que c'est un sol en bonne santé? Il y a un certain nombre de facteurs qu'il faut regarder. Et donc on voit bien que dans ces deux types de dans ces deux types de sols, vous en avez un où il y a énormément de matière organique, un où il y a une perte de matière organique. L'autre où il y a de la porosité, de la mésoporosité, porosité. Donc l'eau peut s'infiltrer. Il peut y avoir des échanges entre le sous-sol profond et le sol plus superficiel. Alors que ici, vous voyez bien, il n'y a pas de porosité, il y a une semelle, les racines, ça va être compliqué pour elles de descendre en dessous d'un certain niveau. Les nutriments qui viennent de la roche-mère, ils ne vont pas pouvoir remonter. Les vers de terre qui vont balader tout ça, il n'en aura pas. Donc ce qu'on veut, c'est plutôt aller là. Et donc un sol comme ça est plutôt fertile, alors qu'un sol comme ça, on a plutôt perdu de la fertilité et on est obligé de compléter cette perte de fertilité par l'utilisation de fertilisants. Et donc ici, on est sur un sol qu'on va appeler vivant, alors que ici, je ne vais peut-être pas utiliser le terme sol mort, mais on voit bien que notre sol est quand même beaucoup moins vivant. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un sens de cette photo à cette photo? C'est le type d'agriculture qu'on fait. Et donc, en faisant de l'agriculture minière, donc de l'agriculture qui utilise des produits issus de la pétrochimie et en considérant pas les sols pleinement comme une partie vivante de l'agriculture, on passe de ce côté-là à celui-là. Alors que lorsqu'on fait de l'agriculture de régime, compris, c'est ce qui vous intéresse vous ici, on va plutôt dans ce sens-là. Bon, c'est chouette, moi c'est aussi ça que j'aimerais bien faire. Alors une manière de voir ça c'est Olivier Husson qui nous a pondu cette courbe que moi je trouve assez intéressante. Donc c'est une courbe qui considère ici la santé du sol. Donc lui, il s'est basé là sur un test PESS. Mais on pourrait considérer que c'est juste une échelle de santé du sol. Et ici, on a l'échelle du temps. Alors cette échelle du temps, elle peut aller dans un sens ou dans l'autre. Si on fait de l'agriculture minière, on va aller plutôt vers des sols dégradés, donc avec une très mauvaise santé du sol. Et si on fait de l'agriculture régénérative, on va aller de ce côté-là. Donc ce que vous voyez dans cette courbe, et qui est intéressant à voir dans cette courbe, c'est qu'au début, lorsqu'on met sur un sol dégradé, la pente est très très faible. Et donc pour remonter, ça va être très compliqué. Puis après, il y a une phase de transition qui va permettre de monter assez vite, relativement vite. Puis on va arriver sur un seuil de production, un seuil de santé du sol, où on va avoir un sol pleinement vivant, avec tout ce qu'il faut dedans, et on ne va pas pouvoir faire plus que plus. Au bout d'un moment, on va forcément atteindre un plateau, même si certaines études à l'heure actuelle commencent à montrer que ce plateau, on pourrait peut-être le dépasser. Donc vous êtes d'accord, ce qu'on veut, c'est remonter cette pente. Et donc pour remonter cette pente, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Qu'est-ce qu'on tient en compte? De quoi est-ce qu'on tient compte? Jusqu'à présent, lorsqu'on parle d'agronomie conventionnelle et qu'on regarde un sol, on pense en premier lieu à sa structure physique. Très bien, donc on peut jouer sur la structure physique du sol de différentes manières,
en faisant du labour, en faisant des strictines, en faisant plein de choses différentes. Mais ça ne suffit pas à faire tourner notre roue. Ça ne suffit pas à régénérer notre sol. Il faut aussi tenir compte de la nourriture. Donc la nourriture, dans le conventionnel, on pense plutôt chimie, engrais. Ensuite, il faut de l'eau. Ça paraît évident aussi, hein, c'est ce qu'elle disait tout à l'heure pour les vaches. Il y a un moment, il faut leur donner à boire, il faut leur donner à manger, il faut leur donner à boire. Mais les sols, comme les plantes, c'est la même chose. Il faut leur donner à manger, il faut leur donner à boire de manière suffisante et avoir des stocks. Et enfin, il faut des plantes. Donc on vient planter nos plantes, les graines, ce que l'on veut faire pousser, des couverts, etc. Mais là, on voit que la roue, elle ne tourne toujours pas. Il manque un truc. Mais qu'est-ce qui manque? Tout simplement de la biologie. Donc dans les sols, il faut, comme on expliquait tout à l'heure, un microbiote. Il y a un microbiote de la plante, mais il y a aussi un microbiote du sol qui est très très important. Et c'est ce microbiote du sol qui a été trop souvent oublié jusqu'à présent dans l'agronomie conventionnelle. Et c'est ce microbiote du sol qui va permettre de restituer ou de régénérer de la fertilité, de la santé, de la vie dans nos sols. Donc, qu'est-ce que c'est quand je vous parle de micro- et de macro-organismes, de diversité vivante dans les sols? Il y a plein de choses que vous connaissez, les vers de terre, bactéries, protozoaires, arthropodes, nématodes, champignons. Ça représente quand même une certaine biomasse. C'est 25% de la diversité mondiale déjà dans les sols. Et on peut voir que dans un hectare, on a d'une prairie, on va dire, bien portante et en bonne santé, on peut avoir jusqu'à 3,5 tonnes de champignons. On peut avoir jusqu'à 8 tonnes de protozoaires, nématodes et arthropodes. On peut avoir jusqu'à 3 tonnes de vers de terre, voire plus. On peut avoir 2 tonnes et demie de bactéries. Donc c'est des choses qui sont pas négligeables. Et ces choses-là vont nous permettre de nourrir nos plantes, de nourrir nos sols. Voilà, d'autres chiffres. Dans 1 gramme de sol, on va pouvoir trouver 1 million à 1 milliard d'individus de bactéries. Et de 1000 à 1 million d'espèces. Donc ça vous laisse imaginer la complexité de cette communauté de joues que sont les bactéries. Et pour les champignons, on est jusqu'à 1 million d'individus et même jusqu'à 100 000 espèces par gramme de sol. Déjà, par gramme de sol. Donc c'est des choses qu'on ne maîtrise pas encore totalement. On sait qu'il faut favoriser tout ça, on commence à comprendre qu'il faut favoriser tout ça, mais on ne va pas maîtriser l'intégralité des millions d'espèces de bactéries ou des centaines de milliers d'espèces de champignons. Mais en les favorisant, toutes ces bactéries, tous ces champignons, on va favoriser une bonne structure du sol. Et on va pouvoir commencer à parler de structure du sol biologique. Cette structure, elle va être créée, le sol va pouvoir améliorer sa structure, grâce notamment aux bactéries anaérobiques qui vont s'enfermer dans, qui vont être dans le microagrégats, qui vont devoir, pour pouvoir être en anaérobie, vont devoir créer des microagrégats, faire des cols, de la glomaline, des choses comme ça. Et donc ça va jouer sur la structure du sol. Ça va aussi jouer sur la nourriture, parce que toutes ces bactéries, tous ces champignons, c'est de la matière organique. Donc ils meurent, ils vivent, ils se développent, ils se multiplient, ils remeurent. Et tout ça, ça donne des métabolites, de la nourriture, de l'azote, des molécules chimiques qui vont pouvoir nourrir le sol et nourrir les plantes. Et donc vous comprenez bien que si on augmente, on améliore la structure, on va aussi améliorer la quantité d'eau disponible. On va aussi améliorer la manière dont l'eau s'infiltre dans les sols. On va améliorer la quantité d'eau totale stockée dans les sols. On va aussi avoir des plantes qui vont produire de plus en plus. Et donc, des plantes qui produisent de plus en plus, qui sont de plus en plus grandes, de plus en plus fortes, en meilleure santé, ces plantes-là, elles vont faire de plus en plus d'exudats racinaires. Et ces plantes qui vont faire de plus en plus d'exudats racinaires, elles vont nourrir la biologie et les micro-organismes et macro-organismes. Et donc, tout ça va réaugmenter et on va avoir une roue qui va pouvoir accélérer, qui va pouvoir tourner. La roue tourne, comme dirait l'autre, et on va pouvoir passer de là à là dans notre courbe de régénération des sols. Si vous ne tenez pas compte des micro-organismes, vous n'y arriverez pas. Donc une autre manière de voir
cette régénération des sols, c'est aussi de voir l'évolution des stades de succession des sols. Donc ça, je pense que c'est des choses que vous connaissez. À gauche, vous avez un sol qui est totalement mort, nu, avec des adventices qui vont être majoritaires. Ensuite, vous allez passer à un stade primaire, avec des brassicacées, des plantes qui n'ont pas tellement d'interaction avec les micro-organismes. Puis vous allez passer plutôt sur un stade prairial, avec des légumes, des herbacées, puis sur un stade grand culture. Et le but, c'est d'aller vers un climax, donc vers une forêt qui, elle, va être auto-fertile, va s'auto-entretenir et n'aura besoin d'aucune intervention. Ce qui est intéressant à savoir, et moi ce qui m'intéresse quand je regarde ce genre de sol et de diversité de sol, c'est qu'à l'intérieur, il va y avoir quelque chose qui va évoluer, c'est les champignons, le ratio bactéries du champignon. Une base 1 au centre, si vous voulez, qui est la bactérie. Et pour une même quantité de bactéries, on voit que sur un sol nu, on est plutôt à 20 pour 1, alors que sur un sol de grande culture qui permettra de faire pousser du maïs sans avoir à fertiliser et sans avoir tellement à mettre de pesticides, on va être sur du 1 sur 1, voire monter vers du 1 sur 2, 1 sur 3. Donc ça, c'est des résultats qui me sont montrés, qui me sont donnés par une entreprise qui s'appelle les Compagnons du Sol. Je vous montrerai un peu tout à l'heure ce qu'ils font. Ils font des mesures de micro-organismes. Et à ça, moi, je veux rajouter, ça c'est un truc plutôt personnel, avec des discussions qu'on a avec François Hérissou, on commence à être sur ce genre d'idée, à savoir qu'on va passer d'un stade où les champignons sont plutôt endomycorhiziens, par ici, et dans le climax sont plutôt ectomycorhiziens. Donc je ne sais pas si vous avez tous un peu des notions d'endomycorhize, ectomycorhize. Je vais juste vous rappeler quelques petites choses rapidement. Une endomycorhize, elle va être capable de coloniser ou d'effectuer une symbiose avec jusqu'à 1000 espèces de plantes différentes. Donc les endomycorhizes ne sont pas spécifiques du tout et vont pouvoir permettre de faire des transferts de nutriments, des transferts d'eau, des transferts de métabolites, de plante en plante, de variétés et d'espèces différentes. Alors que les ectomycorhizes qu'on va retrouver dans les bois, qui vont être plutôt le champignon qu'on va manger ou qu'on va aller lorsqu'on va chercher les cèpes, les ectomycorhizes, eux, sont plutôt spécifiques. Vous savez qu'on va trouver de la truffe sous du chêne ou sous du châtaignier, mais qu'on n'en trouvera pas sous du frêne. Ça, c'est... Et donc, ces ectomycorhizes vont bien fonctionner, vont bien permettre aux plantes dans les forêts de récupérer tous les nutriments issus de la matière organique, de la décomposition des feuilles, de la décomposition des humus, des forêts, etc., mais ne vont pas créer de lien entre les différentes plantes d'espèces différentes. Donc ce que l'on cherche à avoir, c'est à se situer par là pour avoir une proportion des endomycorhizes et des ectomycorhizes, mais surtout on veut garder des endomycorhizes. Donc maintenant que je vous ai expliqué un peu toutes ces notions, on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour mesurer tout ça. Bon, je vais aller très vite sur tout ce qui est mesures physiques, chimiques, etc. Je pense que c'est des choses que vous connaissez. Donc si on veut regarder quel est l'état physique de notre sol, déjà première chose, on va regarder. Et puis après, on peut utiliser différents outils comme un pénétromètre ou une tarière, ce genre de choses. Un truc qui marche assez bien, c'est le VESS. Donc le test Bech, autrement connu sous le nom de test Bech. Après, ce qui est le top, c'est un test avec un... Ah, j'ai oublié le mot. Comment ? Voilà, exactement, le test télescopique. Ça, c'est vraiment l'idéal. C'est comme une fosse. On va pouvoir aller vraiment loin, soulever une grosse quantité et voir les horizons profonds de notre sol. Après, pour tester la chimie, ça vous connaissez tous. Je pense que vous avez tous déjà fait les analyses, donc test de Kinsey, test d'Albrecht. C'est des analyses qui vont nous permettre de donner le taux de matière organique, qui vont permettre de donner la quantité d'azote, la quantité de nutriments, la quantité de micronutriments, etc., présents dans nos sols. Alors sur ce test-là, moi j'aurais une critique. C'est le test qui est le plus fait à l'heure actuelle par les agriculteurs, par les conseillers. Mais ce test-là, il est fait, là c'est vraiment de la chimie pure, il est fait en faisant
en asséchant l'eau de sol, en faisant une extraction à l'eau et en mesurant ce qu'il y a dans cette extraction. Alors il existe un autre test qui commence à se développer et à se démocratiser, qui s'appelle le test de Hannay, qui lui va utiliser comme solvant pour pouvoir récupérer tous les nutriments pour pouvoir faire le dosage postérieur, va utiliser un solvant qui a été déterminé pour correspondre à peu près en termes de pH, en termes de composition, aux exudats racinaires. Et donc à ce qui se passe réellement lorsque la plante va essayer d'absorber des nutriments. Et donc ce test-là serait plus représentatif, selon les dires des gens qui bossent là-dessus, serait plus représentatif de ce qui est réellement disponible par la plante. Ce qui expliquerait aussi que souvent, on a des tests Kinsey qui nous donnent des résultats où on a tout ce qu'il faut et nos plantes, elles montrent quand même des carences. Ensuite, de l'eau. Comment on va faire pour vérifier l'eau, l'impact de l'eau, et est-ce qu'on a une bonne hygrométrie, une bonne humidité, si toute l'eau est disponible de la bonne manière? On va pouvoir déjà, première chose, regarder toujours. Un moment, c'est ce que nous disait le collègue de tout à l'heure, il ne faut pas oublier d'observer. Le nerf de la guerre, c'est avant tout l'observation. Donc on peut observer, puis on peut avoir tout simplement un pluviomètre, et puis regarder si l'eau, elle s'infiltre ou pas. Ensuite, il y a les tests, je pense que vous connaissez le slack test, le test d'infiltration, qui vont nous donner une idée globale de l'état de porosité de notre sol et de l'état hydrique de notre sol. Ensuite, les plantes. Comment on va regarder ça? Comment on va faire un suivi des plantes? La première chose, toujours la même chose, qu'on va regarder, on va voir si nos plantes, elles se portent bien, elles sont bien vertes, elles sont jaunes, est-ce qu'on voit des carences, est-ce que elles produisent suffisamment, masse fraîche, masse sèche, masse produite de la plante d'intérêt. Après, on peut aussi regarder un peu tout ce qui pousse autour, donc avec les adventices ou les plantes bio-indicatrices. Ça peut nous donner une idée un peu de notre statut de notre sol et du statut de la biodiversité au niveau des plantes. Et il y a des tests aussi qui existent, qui sont des tests de sève, où on va pouvoir aller mesurer les contenus dans les sèves des plantes. Et donc, comme les tests classiques de sol, il va avoir un optimum, un certain nombre de nutriments, et notre plante, on va voir où est-ce qu'elle se trouve. À partir de là, il faut pas plus tard, il y a des conseils, on va nous dire de rajouter telle ou telle chose, que la plante, mais même si le test de Kinsey il a trouvé qu'il y avait beaucoup de fer, mais là, il y a quand même une carence. Donc peut-être qu'il y a un élément bloquant, et donc comment on va lever ça en jouant sur le pH, par exemple. Donc c'est des choses qui peuvent être intéressantes à faire, les analyses de sève, pour avoir une idée en temps réel du statut de vos plantes, nutritionnel de vos plantes. Et après, ce qui se fait beaucoup, mais là plutôt en labo de recherche, mais aussi en labo de prestataires tels ceux chez qui je travaillais avant, on va utiliser des pinces. Donc ici, vous avez un chlorophylle-émetteur, vous avez une force A qui vont vous donner une idée mesurée, chiffrée de la chlorophylle, des anthocyanes, de ce genre de choses, et donc qui vont nous permettre d'avoir une idée du statut azoté, du statut nutritionnel de notre plante. Et après, pour les gens qui développent des produits et certains universitaires, il y a des choses encore plus puissantes qu'on voit ici. Donc ça, c'est un robot qui va venir passer au-dessus de nos plantes. Vous voyez, on a des plantes en pot, cultivées sous LED, dans des pots stériles, voilà, donc des plantes en conditions contrôlées. Et on va pouvoir leur mettre un vestibulant qui, lui, dévoile l'impact avec cette chose-là. Et cette chose-là va pouvoir mesurer la surface des feuilles, compter le nombre de feuilles, nous faire une représentation en 3D de chacune de nos plantes. On va pouvoir permettre de nous montrer l'impact des pathogènes, de la nutrition. Il va y avoir un certain nombre de lentilles avec des émissions de spectres et des mesures de spectres différents qui vont nous renseigner sur tout un tas de choses. Ça, quand on est en lamo, on trouve ça hyper intéressant. Et puis quand on prend un peu de recul, on se dit, ouais, mais là, ma plante, elle est en pot. Le pot, en plus, pour un peu, on a stérilisé le substrat. Et puis, cet outil-là, il est tellement fin qu'il va voir des choses que nous, à l'œil, on ne va même pas voir. Et il va nous donner des tests
et il va nous sortir des choses qui vont être différentes statistiquement, que si nous, on avait voulu les mesurer avec nos yeux, on ne les aurait pas vues. Donc c'est avec ce genre de machine qu'on a développé beaucoup de biostimulants. Et donc ensuite, ce qui m'intéresse le plus, c'est comment est-ce qu'on mesure la biologie. Comment est-ce qu'on mesure les macro-organismes, les micro-organismes, moi plus spécifiquement les micro-organismes. Donc pour ce qui est de macro-organismes, je pense que vous pouvez imaginer qu'on peut faire un comptage de vers de terre avec un test Gontard, donc tout simplement avec un test Bech, compter le nombre de vers de terre qu'il y a dans notre motte prélevée. On peut regarder les collemboles, on peut faire des pièges d'insectes. Bon, moi je ne suis pas spécialiste des macro-organismes, je suis plutôt dans les micro-organismes, donc je vais plutôt vous parler de ça. Donc les micro-organismes, comment on peut faire? On peut tout d'abord les compter. Donc ça, il y a un labo pas très loin de chez moi je suis en Dordogne, les Compagnons du sol, qui font ça très bien. Donc ils prélèvent du sol, ils font faire un certain nombre de prélèvements dans la parcelle, pouler le prélèvement, on leur envoie, et derrière, dans les 48 heures, il faut qu'ils fassent un comptage. Et donc ils vont être capables, juste avec des techniques de microscopie et l'œil avisé de la personne qui fait ce comptage, d'identifier un certain nombre de micro-organismes. Donc là, par exemple, vous voyez, bon, là, tous les petits points, tous les coins qu'on voit un peu partout, là, ça, c'est des bactéries. Qu'est-ce qu'on voit là? Il y a un œuf d'Helminth, donc c'est un parasite. On voit un pollen ici, donc ça, on ne compte pas forcément. Ici, vous voyez un nématode, mais c'est un ver microscopique qui va être pathogène des bactéries. Vous avez ici une amibe, et ici des spores fongiques. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont regarder votre échantillon de sol, ils vont compter tout ça avec un certain nombre de nord, donc ils vont compter sur 25 plans différents du microscope, etc., pour pouvoir vous faire des calculs. Et à partir de ça, ils vont vous sortir des résultats dans ce style, avec toujours, un peu comme les analyses de sève ou comme les analyses de sol, un seuil avec le minimum, le seuil voulu et si le seuil est dépassé. Et donc là, je crois que l'écran on voit pas bien, mais vous avez les champignons, les bactéries, les protozoaires, les flagellés, les amibes et un certain nombre de micro-organismes comme ça qui sont comptés. Et donc vous voyez ici, là, ça c'est un fumier de chèvre qu'ils ont analysé, ils nous ont donné ces analyses-là. Et donc dans ce fumier de chèvre, on voit qu'il y a essentiellement des bactéries. Et que le seuil de bactéries est même dépassé. On a trop de bactéries pour quelque chose qui soit intéressant en termes de fumier. Et on a une détection de pathogènes. Donc ce fumier de chèvre, ils l'ont composté pendant 2 mois. Si je me souviens bien, ça c'est 2 mois. Et donc une fois le compostage fait, donc on n'est pas encore sur quelque chose d'idéal, mais les champignons ont un petit peu augmenté, mais on voit qu'il y a un certain nombre d'autres organismes qui sont arrivés dans les seuils optimaux. Et les bactéries, le seuil a commencé un petit peu à diminuer. Donc le compostage, dans ce cas-là, a permis de développer un certain nombre de micro-organismes qui vont permettre d'aller vers un compost de meilleure qualité, avec notamment l'apparition aussi de nématodes qui expliquent la dégradation et la perte du nombre de bactéries. Donc à partir de là, ils vous font des préconisations. Je ne vais pas vous lire ça, c'est juste pour vous montrer globalement ce qu'on peut tirer de ce genre de test. Il fait des préconisations sur comment faire un bon compost et en fonction de votre sol. Là, je vais vous parler maintenant plutôt de ce que je fais moi. Donc on va parler de microbiologie, biologie moléculaire, métabarcoding, métagénomique. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer très très longtemps et je vais faire ça assez bref et assez succinct. Donc moi au départ je suis biologiste moléculaire, intéressé dans les plantes, mais biologiste moléculaire. Donc je maîtrise un certain nombre d'outils. Tout ce qui touche à l'ADN, à l'ARN, aux protéines, c'est des outils, des techniques de labo que je maîtrise assez bien. Et donc ces outils-là peuvent nous permettre d'aller identifier les champignons présents dans le sol ou dans les racines des plantes. Il faut savoir que pour pouvoir quantifier ou déterminer un champignon,
ou une bactérie, c'est pas forcément évident. Comment est-ce qu'on faisait à l'ancienne? On allait prendre un morceau de sol ou une racine, on allait le mettre sur des boîtes de pétri avec différentes choses dedans. Une boîte de pétri avec de la patate, une autre avec plutôt de la levure, un milieu levure, un milieu patate. Et puis, on laissait pousser et avec un microscope, on allait essayer d'identifier avec un certain nombre de critères qu'est-ce qu'on voyait en termes de champignons, en termes de bactéries. Mais avec ça, on passait à côté d'énormément de choses. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un grand nombre de champignons qui ne sont pas capables de pousser, de se développer, de vivre, s'ils ne sont pas en symbiose avec la plante, et donc on ne peut pas les cultiver sur des boîtes de pétri. Donc comment est-ce qu'on fait, eux, pour les voir et pour les identifier? Eh bien, on est obligé de passer par la biologie moléculaire. Alors, qu'est-ce que je fais pour pouvoir trouver tous ces champignons et les identifier? Alors, ça commence en premier lieu par ramasser des racines. Donc, je vous parle ici de champignons mycorhiziens, mais ce que je vous présente, c'est aussi quelque chose qui se fait avec le sol, et on appelle ça de l'ADN environnemental, dans le sol ou dans l'eau. Donc moi, je me suis fait le focus uniquement sur les champignons mycorhiziens, et donc sur ceux qui étaient présents à l'intérieur des racines des plantes. Donc je prélève mes racines, je les broie, et je fais une extraction d'ADN. Donc je récupère, à ce moment-là, de l'ADN de champignons, mais aussi l'ADN de plantes. Comment est-ce que je fais, vu que la plante est quand même plus grosse que le champignon, pour réussir à lire tout ce qui est champignons? Je vais utiliser une des techniques classiques et très puissantes, énormément utilisées en biologie moléculaire, qui est la PCR. Donc la PCR, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça ne sert à rien. Ça va me permettre surtout de supprimer tout l'ADN génomique des plantes que je trouve et d'augmenter uniquement une petite partie que j'aurais choisie d'ADN des champignons. Et donc je vais obtenir uniquement, après ma PCR, des petits morceaux d'ADN représentatifs de chacun des champignons qui étaient présents dans les racines des plantes qui ont été prélevées. À partir de là, cet ADN, je vais l'utiliser, je vais le prendre et je vais le mettre dans ce qu'on appelle un séquenceur haut débit, donc qui va lire tout l'ADN. Et à partir de, je vais retrouver avec des milliers de lignes de code, avec des A, des T, des C, des G, en vois-tu, en voilà. Et ces fameux codes, je vais pouvoir les analyser, donc on dit in silico, avec l'ordinateur, avec un certain nombre d'outils de bioinformatique, et je vais pouvoir ressortir ce genre de diagramme avec un pourcentage de chacune des espèces de mes champignons associés à chacune des espèces détectées. Donc je voulais emmener, ça c'est un petit aparté, histoire que vous voyez à quoi ça ressemble, mais je ne sais pas si vous avez entendu parler de séquençage haut débit, de choses comme ça. Il y a encore 10 ans, il fallait à peu près une machine à peu près comme ça, qui valait dans les 100-150 000 € pour faire du séquençage haut débit. Et on ne lisait pas directement l'ADN qu'on avait dans notre échantillon, mais on le lisait en le multipliant. À l'heure actuelle, un séquenceur, c'est ça. Et ça vaut 1 000 €. Voilà. Donc avec ça, là-dedans, je mets une petite goutte d'ADN et je suis capable de ressortir des séquences, mais des quantités de séquences hallucinantes. Je vais vous montrer ça. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est pas de regarder le tableau, parce qu'il y a beaucoup de lignes, il y a beaucoup de colonnes. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est à gauche, vous avez les espèces, plutôt le royaume, le sous-royaume, les clades, etc., jusqu'aux espèces. Et à droite, en colonne, vous avez des échantillons. Ce qui est intéressant de voir dans ce tableau, vous voyez que je l'ai découpé, c'est que là, j'ai regardé 96 échantillons et j'arrive à 4903 champignons différents, identifiés et quantifiés. Donc l'idée de se dire que une racine de plante, elle est mycorhizée par 1, 2, 3 mycorhizes, non. Non, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense.
Portraits de ferme, webinaires, conférences, nous faisons le maximum pour mettre à votre disposition du savoir technique gratuit. Mais pour aller plus loin, vous pouvez aussi consulter nos formations finançables Vivea où vous retrouverez tous nos experts. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien en description. Bonne vidéo. Et même les plantes qu'on disait uniquement endomycorhiziennes ne sont pas uniquement endomycorhiziennes, il y a aussi des ectomycorhizes. Les plantes qu'on dit uniquement ectomycorhiziennes, on retrouve aussi un petit peu d'endomycorhize dedans. Donc on est en train de réapprendre énormément de choses sur ces mycorhizes. Et donc à partir de là, moi une fois que j'ai ces tableaux, je peux être capable de ressortir donc, le diagramme là, que je vous montrais tout à l'heure. C'est dommage qu'on ne le voit pas bien parce que c'est joli. Normalement, vous avez les noms des champignons ici, des espèces. Ici, il y a marqué fongi, eucaryotes, fongi, etc. Vous avez les ascomycètes, les basidomycètes, etc., etc. Et ici, avec ce diagramme-là, je peux, pour cette plante-là, donc ça, si je me souviens bien, c'est un frêne, montrer le nombre d'endomycorhizes et donc le pourcentage total d'endomycorhizes et le pourcentage d'ectomycorhizes, ce qui m'intéressait tout à l'heure. Donc on est sur un frêne, c'est normal, il y a beaucoup d'endomycorhizes. On est à 33%. Je peux ressortir aussi ce genre de graphique. Donc ici, vous avez différentes plantes. Pareil, on ne voit pas bien. Mais ici, vous avez le fameux frêne que je vous ai présenté avec les 30% d'endomycorhizes. Et si vous regardez là où il n'y en a quasiment pas, c'est un chêne. Ouais. Hop. Voilà, donc je peux obtenir les profils comme ça, qui montrent la répartition des différentes classes de champignons au sein de chacun des échantillons. Et puis derrière, on peut s'amuser un peu à essayer de gratter, essayer de voir qu'est-ce qu'on trouve, essayer de comprendre des mécanismes, essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a en fonction des zones de prélèvement, par exemple. Ici, je suis sur 3 zones avec différents niveaux d'arborescence. Donc, ici, il y a beaucoup d'arbres, ici, il y en a beaucoup moins. Et donc, on se retrouve avec plus d'endomycorhizes là où il y a moins d'arbres. Je parle d'arbres essentiellement ectomycorhiziens, donc d'arbres de forêt. Alors que là où on a des arbres de forêt, on a de moins en moins d'endomycorhizes. Donc ça, c'est des résultats qu'on a obtenus dernièrement. Voilà, donc pour mesurer avec la biologie moléculaire, on arrive à ce genre de résultats. Que derrière, il va falloir interpréter et qu'il va falloir renouveler. Je vais revenir là-dessus en conclusion. Donc en partie 2, je vais vous parler de comment est-ce qu'on fait, maintenant qu'on a un peu toutes ces notions, qu'on voit ce que c'est un sol, comment on le régénère, comment on regarde la régénération du sol, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour régénérer les sols? Bon, vous imaginez que je ne vais pas vous parler d'engrais, de labour, de produits phyto, de monoculture, d'herbicides et que sais-je. Je vais plutôt vous parler d'amendements organiques, de couverts végétaux, de biocontrôle, d'inclure de la diversité, d'utilisation de stimulateurs de défense, d'utilisateurs de biostimulants, de préparation maison. Et je ne cite pas toutes les méthodes. Ici, je ne suis pas exhaustif sur tout ce qu'on peut faire pour régénérer un sol, bien entendu. Et donc moi, je vais faire le focus uniquement sur la partie stimulateur de défense et biostimulant. Et préparation de maison aussi. Donc globalement, comment est-ce qu'ils ont été créés, ces produits, et quelle a été l'idée derrière la création de ce genre de produits? Au départ, c'est simple, c'est une idée de recyclage. Les industriels, comme l'agriculteur, ils ont des déchets. Et ils veulent les valoriser, ces déchets. Et il s'avère que dans l'industrie, il y a un certain nombre de sous-produits industriels qui peuvent avoir un effet, soit stimulateur de défense, soit biostimulant, qui sont souvent obtenus uniquement par distillation, des choses comme ça, donc qui en plus peuvent être considérés comme biologiques. Et puis vu qu'il y avait un marché, les industriels, ils se sont mis aussi à développer directement des biostimulants sans passer par la case recyclage du déchet. Alors les stimulateurs de défense, d'abord je vais faire un focus sur la partie gauche, plutôt sur la partie développée par l'industrie des phytos. Et ensuite, je ferai un focus sur les préparations maison.
Donc les stimulateurs de défense et les biostimulants, on va dire industriels. Comment est-ce qu'ils sont produits? Alors au départ, à l'industriel, ça c'est quelque chose moi que j'ai fait pendant 5 ans, tester des produits comme ça pour les industries. Donc au départ, il arrive, industriel, avec toute une batterie de produits, des centaines, voire des milliers de produits chimiques. Il sait qu'il y a peut-être telle classe dans ces produits qui pourrait, selon la bibliographie, avoir un impact sur la physiologie de la plante, sur les micro-organismes, mais bon, il a une idée, comme ça, en faisant de la bibliographie. Et donc, il va voir un laboratoire, du genre du laboratoire dans lequel je travaillais avant, et il va lui demander de le prouver que ce produit, ou de déterminer dans tous ces produits-là, lequel a bien un impact et lequel a bien un effet. Et on va lui demander de prouver, une fois qu'on a fait un focus, de prouver, avec, a priori, l'efficacité d'un produit. C'est entre autres aussi pour ça que je suis parti. Une chose importante à voir là, ici, et je vous montre ça, c'est pas juste pour la tête de derrière, c'est Renin, il s'appelle, hein, et je voulais pas montrer sa tête, donc je lui ai mis un smiley. Hormis sa petite tête de smiley et le joli microscope, ce que je voulais vous montrer ici, c'est que ces plantes qu'on va utiliser pour tester les biostimulants et pour valider, pour prouver que le produit fonctionne et pour que l'industriel puisse ensuite le vendre, il va être testé sur des plantes en conditions contrôlées. Donc ces plantes en conditions contrôlées, elles sont sur un substrat mort, qui même, pour les biostimulants, est souvent stérilisé. Donc il n'y a aucune vie dans notre substrat. On fait généralement une fertilisation chimique que l'on va pas mettre à l'optimum pour pouvoir essayer de voir un effet. En gros, on va fertiliser à moitié nos plantes et on va voir lesquelles vont un peu mieux que la moitié. Et on va le faire en chimique et en conditions contrôlées. Donc ça, c'est vraiment très très important d'avoir ça en tête parce qu'on est très très loin du champ. Et on est très très loin de ce qui se passe dans la nature et encore plus loin de ce qui se passe chez les agriculteurs qui font des sols vivants. À partir de là, une fois qu'il m'a identifié une molécule, eh ben, allez, go, on l'envoie au champ, on fait des micro-parcelles, on va tester en micro-parcelles, ça c'est ce que faisait aussi l'entreprise dans laquelle je bossais avant, et on va essayer de voir un impact de ce biostimulant ou de ce stimulateur de défense, soit sur la croissance de la plante, soit sur l'absorption des nutriments, soit sur la résistance aux maladies pour les stimulateurs de défense. Mais il faut bien avoir en tête, hein, je n'ai pas choisi cette photo-là non plus par hasard, c'est qu'on n'est pas vraiment non plus dans un champ en ACS. Voilà. Donc les micro-parcelles expérimentales qui sont utilisées pour pouvoir déterminer les nouveaux produits sont des parcelles expérimentales qui ont été utilisées l'an d'avant, l'an d'encore avant, etc., pendant des années, avec des produits des fois chimiques. Rarement, les parcelles expérimentales n'ont été traitées qu'en biologique. C'est assez rare. Et donc, on est quand même souvent sur des sols qui sont déjà crevés. Et donc là, on va réussir, sur ce genre de sol, à avoir un petit effet des biostimulants ou des stimulateurs de défense. Ce qui va permettre, pour notre industriel, tout content, de se frotter les mains, d'aller déposer une AMM, et puis derrière, de vendre son produit à l'agriculteur en lui disant « Regardez, les instances de l'État, elles ont validé mon truc, achète, consomme, ça va te sortir de la mise, tu vas avoir un système qui va te permettre d'avoir une meilleure plante, une meilleure récolte, sans être dans le conventionnel, mais en étant sur du biostimulant. » Ben, j'ai pas pu m'empêcher de vous parler un peu quand même des dossiers d'homologation. Parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on regarde ce genre de produits, c'est comment est-ce qu'ils sont homologués. Alors un stimulateur de défense, il est homologué comme un produit phytosanitaire, donc comme un pesticide. Donc les demandes qui vont être faites par les instances pour pouvoir valider le produit vont être assez conséquentes. On va demander de prouver comment fonctionne le produit, on va demander
surtout très très important dans l'industrie, une homogénéité du produit. On va demander, selon la nature du produit, des tests d'innocuité environnementale. Donc si c'est du sucre, on ne va pas forcément demander un test poisson et un test insecte. Mais à partir du moment où on a un produit un petit peu dérivé, où on ne sait pas trop ce qu'il fait, où il n'y a pas beaucoup de bibliographie, on va devoir faire des tests environnementaux. On va devoir faire aussi des tests sur l'innocuité pour le consommateur. Donc on va faire des analyses chimiques et microbiologiques essentiellement. Et puis il va falloir prouver que le produit fonctionne. C'est pour ça qu'il y a très très peu de SDP sur le marché. Et donc pour le prouver, comme les produits phyto, on fait des tests statistiques, donc au labo comme au champ, on fait des tests statistiques, et la p-value, pour les stats, elle est à 5%. Donc on a une marge d'erreur de 5%, on s'autorise 5% d'erreur pour montrer que notre produit fonctionne. Alors qu'est-ce qu'il en est pour les biostimulants? Alors les biostimulants, il y en a deux types. Selon le type de produit, ils ne vont pas être homologués de la même manière. Donc il y a tout ce qui est extrait naturel, qui on ne va pas avoir besoin d'ANM pour pouvoir vendre ce produit. Donc pas d'autorisation de mise sur le marché, il suffit d'une inscription. Et donc ça, c'est pour tout ce qui est essentiellement des extraits de plantes. Donc c'est des broyats de plantes, des tisanes, des choses comme ça, les purins d'ortie, etc. Ça passe sous la classe PNPP, produits à nature peu préoccupante. Et donc ces produits-là, pour pouvoir les vendre, il n'y a pas besoin d'ANM, il suffit de faire un peu de bibliographie, déposer un dossier, et l'efficacité, on s'en fout. Mais on peut le vendre quand même. Hop. Pour tout ce qui est micro-organismes et autres, donc les biostimulants, il y a toute une autre partie des biostimulants qui sont à base de micro-organismes et à base d'autres produits ou d'autres plantes ou de mélanges de plantes qui ne rentrent pas dans la classe des extraits naturels. Et bien pour cela, il va falloir toujours montrer une homogénéité des produits, bien entendu. Donc il faut que d'une année sur l'autre, on ait toujours la même composition chimique de notre produit. Et toujours selon la nature du produit. Donc là, comme pour les produits phyto, il va falloir faire un test d'innocuité pour les organismes aquatiques et pour les insectes. Donc un test abeille et un test poisson, généralement. Pour ce qui est du consommateur, bon, souvent la bibliographie suffit. Mais ça peut arriver si on demande des analyses chimiques et microbiologiques. Par contre, pour ce qui est de l'efficacité, pour pouvoir être classé biostimulant, on demande à ce que l'efficacité soit prouvée en laboratoire, mais c'est pas prouvé qu'elle soit. C'est pas demandé qu'elle soit prouvée au champ. Donc on peut avoir une AMM pour un biostimulant sans avoir d'efficacité prouvée au champ. Je vous laisse réfléchir un peu à ça. Bon, qu'est-ce qui peut influer sur leur efficacité à ces produits? Qu'est-ce qui fait que souvent, quand on les teste en serre, on a une efficacité ou en conditions contrôlées? Donc, je vous ai donné quelques pistes avec le fait qu'on le fait sur des plantes en conditions contrôlées, donc en sur-sol mort, qu'il y a bas toute la vie, toute la micro-vie, toute la biologie qui est censée entourer la plante. Mais il y a d'autres choses qui peuvent expliquer ça. Donc il y a le stade de la plante, la nutrition, le génotype, et puis énormément de facteurs. Donc les facteurs environnementaux, les facteurs, le sol, les facteurs de type météorologique, hygrométrie, etc. Tout ça, ça va influencer l'efficacité de ce type de produit. Donc moi j'ai décidé, là je vais vous parler un peu de stimulateurs de défense et de nutrition. Parce que c'est ce que j'ai regardé en thèse. Donc je vais vous présenter quelques-uns des résultats que j'ai obtenus sur stimulateurs de défense. Donc tout d'abord, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est qu'un stimulateur de défense. Donc un stimulateur de défense, c'est un produit qui va activer des mécanismes naturels qu'ont les plantes à se défendre contre les pathogènes. Et donc c'est des produits, pour qu'ils soient homologués, il faut qu'on montre aussi qu'ils n'ont pas d'effet direct sur le pathogène. Donc je vous parle de mécanismes naturels des plantes à se défendre. Qu'est-ce que c'est?
Les plantes, c'est pas comme nous, elles n'ont pas les anticorps, elles sont pas capables de se défendre. Voilà, il n'y a pas des anticorps, il n'y a pas des globules blancs, il n'y a pas tout ça. Comment ça fonctionne, les défenses des plantes? Alors tout d'abord, la plante, lorsqu'elle va être en présence d'un pathogène, elle va le détecter. Donc elle va le percevoir avec différents mécanismes, hein. Il y a des capteurs, des choses comme ça. Puis elle va émettre une signalisation et elle va mettre en place des mécanismes de défense qui vont être un renforcement de la paroi, une calose, une production de protéines lytiques, un certain nombre de choses. Ça peut faire plein de choses pour se défendre. Mais ça, entre le moment où le pathogène il est détecté et entre le moment où les défenses sont mises en place, généralement, c'est à peu près 48 heures. Donc vous imaginez bien que le pathogène, il a le temps de rentrer dans la plante et de s'y développer avant que la plante réagisse vraiment. Alors une chose aussi qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents types de pathogènes, ça vous devez le savoir. Il y a des biotrophes et il y a les nécrotrophes. Donc les biotrophes, ils vont aller dans les cellules des plantes et ils vont se nourrir avec les cellules des plantes vivantes, alors que les nécrotrophes vont d'abord commencer par tuer les plantes, ou tuer en tout cas des cellules des plantes, des organes de plantes, avant de se nourrir à partir de matières mortes. Et de ces deux types de pathogènes, la plante ne va pas du tout avoir le même genre de réponse, ou la même réponse. Donc en fonction du pathogène, je vous ai dit que la plante était capable de le percevoir, elle va le percevoir, mais elle va aussi l'identifier. Et donc si c'est un pathogène biotrophe, elle va mettre en place une voie de défense. Si c'est un pathogène nécrotrophe, elle va mettre une autre voie de défense. Donc ces voies de défense, elles impliquent les hormones acide salicylique pour les pathogènes biotrophes et acide jasmonique pour les pathogènes nécrotrophes. Il y a un truc qui est important à voir là, c'est ces deux lignes avec une petite barre. Ça veut dire qu'en fait ces deux voies, elles s'auto-inhibent l'une et l'autre. Donc si on en active une, on inhibe l'autre. Donc les stimulateurs de défense, eux, ils vont aller jouer à différents niveaux dans ces voies, dans l'une ou dans l'autre, et permettre donc à la plante de se défendre, de prendre son bouclier, de mettre en place ses caloses, de mettre en place son renforcement de paroi, de produire des protéines qui vont détruire les pathogènes et de se défendre contre un pathogène. Et qu'est-ce qui fait que ça marche ou que ça ne marche pas? Alors moi, je me suis intéressé à l'azote et au stane, et j'ai fait un papier qui a montré que clairement, les deux avaient un impact sur l'efficacité de ces produits. Donc je ne vais pas vous montrer tout ce que j'ai fait, parce que j'ai fait beaucoup de choses. On ne va pas aller regarder l'expression des gènes, tout ce genre de choses-là. Je vais juste vous montrer quelques essais. Donc tout d'abord des essais au laboratoire, donc sur ma petite plante préférée, Arabidopsis thaliana. Donc comme vous voyez, cette plante, je l'ai cultivée avec différentes quantités d'azote et j'ai regardé à différents stades. Ah, c'est embêtant le bouton. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, on a traité des plantes et on les a inoculées avec une bactérie, donc Dickeya ladanti ici. Et donc ce qu'on voit déjà, premièrement, c'est qu'il n'y a pas d'impact de la fertilisation azotée sur le développement de la maladie. Sur le contrôle, donc sur les plantes qui ont été uniquement traitées à l'eau. Donc ce que je regarde ici, c'est la surface de symptômes sur la surface totale de la feuille. Lorsque je traite mes plantes donc avec du méthyljasmonate, donc un analogue de l'acide jasmonique, on va avoir une diminution de ces symptômes, mais uniquement à l'optimum de fertilisation. Donc ici, c'est 10 millimolaires pour Arabidopsis thaliana. Uniquement à l'optimum de fertilisation. Et ce qu'on peut voir aussi, d'une manière intéressante, c'est que si j'utilise un autre produit qui va activer l'autre voie, j'ai une augmentation de mes maladies. Donc il faut faire attention avec les stimulateurs de défense, parce que activer une voie et avoir un pathogène de l'autre voie qui arrive, ça peut être dangereux. Donc après, je suis passé au champ, on a fait quelques essais champs, donc des essais vignes ici. Donc pareil, et là, cette fois, on regarde le milieu de la vigne, et on voit qu'il n'y a pas réellement d'impact. Vous voyez la petite lettre, là, il n'y a pas de différence statistique entre mes différentes fertilisations sur l'impact du mildiou sur la vigne.
on est toujours sur une fertilisation minérale. Et lorsqu'on utilise donc deux produits différents, là, le Stifenia et le Messager, on va voir qu'il semble y avoir une efficacité du produit. Et si vous regardez les lettres et les écarts types, ces différences, elles ne sont pas statistiques. Donc il semble y avoir une protection induite par ces produits. Et si je fais l'efficacité, donc en gros je prends la valeur du produit et je la divise par la valeur de la maladie sur le contrôle, on voit que cette efficacité elle est optimum au middle de fertilisation, donc à l'optimum de fertilisation. Donc un peu les mêmes résultats que ce qu'on a vu tout à l'heure chez Arabido, mais cette fois sur la vigne. Comme quoi Arabido, c'est pas forcément une mauvaise plante. Ensuite, on est passé au blé, et donc on a regardé la septoriose et la rouille jaune sur des micro-parcelles de blé. Et donc on a vu que statistiquement, pareil, il n'y avait pas d'impact, donc on est sur 0 unité ou 200 unités d'azote à mollitrate. Et lorsqu'on utilise le famodion, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a une augmentation des symptômes de la maladie due à l'utilisation des stimulateurs de défense et donc du mauvais stimulateur de défense vis-à-vis du pathogène qu'on cible. Bon, voilà pour les stimulateurs de défense. Je pourrais en dire encore un peu plus, mais je crois que ça peut suffire déjà. Hein, je ne vais pas non plus fusiller ceux qui m'ont financé mes études. Mais bon, on va passer aux biostimulants. Bon, vous doutez que c'est un peu le même genre de choses. Donc les biostimulants, ils sont censés activer les processus naturels favorisant l'amélioration, l'absorption, l'utilisation des nutriments, la tolérance au stress abiotique, la qualité ou le rendement de la culture. Ça fait quand même beaucoup d'allégations pour un même produit. Bon. Et ils ne sont pas censés avoir d'effet sur la nutrition. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'azote en quantité suffisante dans leur composition, de nutriments en quantité suffisante dans leur composition. Donc globalement, qu'est-ce que c'est les biostimulants? Ça va être des extraits d'algues, des acides humico-fulviques, des acides aminés, des extraits végétaux et des micro-organismes. Donc les micro-organismes, il va y avoir soit des bactéries, soit des champignons. Donc tout ce qui est là, moi je vais considérer, on va dire que c'est des éléments chimiques. C'est pas de la chimie dans le sens chimie de synthèse, mais c'est des éléments chimiques qui ne vont pas avoir un effet nutritionnel, mais qui vont avoir un effet sur la capacité qu'ont les transporteurs à transporter plus de phosphore, ce genre de choses-là. Ça va être des choses qui vont en gros donner un message aux plantes ou aux micro-organismes du sol. Hop. Alors qu'ici, on est sur des micro-organismes, on est quand même sur de l'être vivant. Donc, on va mettre des êtres vivants qui viennent d'on ne sait pas où, dans notre champ, auprès de nos plantes. Donc bon, un truc là, je vous l'ai mis, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Globalement, les biostimulants, ils ont un pH neutre acide et un statut redox assez oxydé. Donc oxydé, c'est pas forcément très bon. Voilà. Bon, alors, donc, qu'est-ce qui fait, maintenant qu'on a un peu ces éléments, que au labo, en conditions contrôlées, ça fonctionne, et qu'au champ, ça ne fonctionne pas? Eh bien, je vais vous montrer, par exemple, l'utilisation de mycorhizes. Donc là, c'est des AM, des EM, les dénominations. Donc, pour l'asperge, on voit bien que les plantes qui sont mycorhizées, ici et là, ou ici, vont beaucoup mieux que les plantes qui ne sont pas mycorhizées. Par contre, si on gratouille un peu et qu'on lit un peu ce qui a marqué ici, on se rend compte que nos plantes, elles ont été plantées sur des parcelles qui ont été désinfectées. Donc c'est même pas on est sur une parcelle qui était en conventionnel depuis 20 ans, on a carrément désinfecté la parcelle avant de planter nos plantes. Et ici, pareil, c'est des plantes en pot, dans un sol, désinfecté. Donc là, c'est sûr, au labo et en conditions contrôlées, on voit quelque chose. On apporte une mycorhize à une plante qui n'a rien du tout avec ses racines. Ah ben oui, on va voir quelque chose.
C'est logique. Par contre, dès qu'on passe au champ, qu'est-ce qui va se passer? Alors là, il y a un truc très simple. On en a parlé dans l'intervention précédente. C'est tout simplement les niches. Et donc, si la niche est vide, si la plante pousse sur un sol qui est vide, et on lui met les bactéries ou les champignons, si la composition physico-chimique, le pH de notre sol convient aux micro-organismes que l'on apporte, premier si, il va se développer. Il va se développer dans la rhizosphère, à côté des racines, il va remplir son rôle de transfert de nutriments, etc. Mais bon, qu'est-ce qui se passe si on arrive sur une plante, dans un sol vivant? Dans un sol où il y a déjà toute une communauté de micro-organismes associés aux plantes et associés au sol. Et bien cette niche, elle est prise. Et donc, qui nous dit qu'en conditions effectives de production, l'apport de micro-organismes endogènes qu'on a payés, est-ce que ça va vraiment faire quelque chose? Est-ce qu'on va en retrouver un? Est-ce qu'on va en retrouver pas du tout? Est-ce qu'on va en retrouver plus? Eh bien ça, on ne sait pas. On ne sait pas, ce n'est pas mesuré. Moi, ça a été une demande qui m'a été faite régulièrement quand je travaillais dans le labo avant, de personnes qui développaient des biostimulants et qui auraient aimé avoir une cinétique de la persistance de leurs biostimulants dans les sols. Mais en fait, à l'heure actuelle, personne ne le propose, ce genre de test. On ne sait pas le faire, ou si on sait le faire en laboratoire de recherche, mais ce n'est pas disponible pour les gens qui développent des biostims. Et encore pire, au cours du temps. Dans cette condition comme dans l'autre, qu'est-ce qui se passe au cours du temps? Est-ce que nos bactéries ou nos champignons, ils vont se multiplier? Ils vont disparaître? Comment on sait? Eh bien là, pareil, aucune étude. On n'a aucune idée de ce qui se passe au cours du temps lorsque l'on apporte un micro-organisme à une plante. Il y a une étude qui est sortie dernièrement, bon, c'est pas sur les biostimulants, c'est sur les rhizobiomes et sur l'inoculation du soja avec des rhizobiomes, des bradyrhizobiums, et qui a montré que, en fait, l'utilisation d'inoculants pour le soja, on inoculait notre soja, on semait nos graines au champ, et 2 semaines après, on faisait une mesure de ce qu'on retrouvait comme rhizobium dans les nodosités de notre soja. Eh bien, on ne retrouve pas la variété qu'on a inoculée. On ne retrouve pas la variété commerciale, on retrouve la variété présente dans le sol au moment du semis. Par contre, le fait d'avoir inoculé nos graines aurait, je dis bien aurait, avec des pincettes, un effet starter. Donc, c'est-à-dire que le fait d'inoculer ou d'utiliser un biostimulant va donner un message à la plante qui, elle, ensuite, va lancer tous ces mécanismes pour faire ces symbioses avec les micro-organismes qui sont présents dans son environnement et qui sont les siens. Voilà, donc comment on pourrait faire pour déterminer s'il en restait? M'appeler et puis me demander de faire des analyses en biologie moléculaire et puis de voir s'il faut qu'on retrouve de l'ADN de ces champignons ou de ces bactéries au fur et à mesure du temps dans nos plantes après avoir inoculé. Alors ça, c'est un truc, j'avais envie de vous montrer ça parce que j'aime bien aller moi sur le site de l'ANSES et puis regarder un peu ce qui se passe pour tout ce qui est homologation de nouveaux produits. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez cette page, il y a un bulletin des autorisations de mise sur le marché des intrants de végétal. Et donc, on peut aller, tout le monde peut y aller, et on peut voir soit donc, les PPP, produits phyto, soit les biostimulants, engrais, supports de culture. Donc, si on va sur les matières fertilisantes et supports de culture, on peut voir tous les trimestres, il y a un bulletin qui sort comme ça avec un tableau sur 3-4 pages, avec différents produits qui ont soit perdu leur AMM, donc retrait d'autorisation de mise sur le marché, soit obtenu une nouvelle AMM en France. Moi, j'aime bien aller voir ce tableau parce que, ici,
il y a une chose assez intéressante, c'est comment a été obtenu l'AMM. Alors l'autorisation de mise sur le marché par reconnaissance mutuelle pour un produit simple. Par reconnaissance mutuelle pour un produit simple. Par reconnaissance mutuelle pour un produit simple. Revente. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que le produit qui a été autorisé par l'ANSES en France, en tant que biostimulant, n'a pas été testé, ou en tout cas a été testé, mais les données des tests n'ont pas été validées, n'ont pas été regardées par l'ANSES, mais par un autre organisme, d'un autre pays de l'Union européenne. Donc ça, c'est intéressant à savoir parce que il y a des pays qui ont des normes plus ou moins strictes. Et donc un biostimulant qui a été homologué en Hollande, j'aurais moins confiance qu'un biostimulant homologué en France. Donc c'est intéressant d'aller voir ce genre d'informations sur l'ANSES. Et ensuite, à l'ANSES, il y a une deuxième chose, il y a le registre des AMM. Et donc le registre des AMM, on peut mettre un produit et voir quels ont été les documents qui ont été produits pour pouvoir donner l'autorisation de mise sur le marché. Alors j'ai regardé, là dernièrement, je m'amusais à regarder un peu différents biostimulants que j'avais utilisés et qui avaient été homologués, malgré des résultats pas hyper convaincants. Et donc je vous ai effacé le nom du biostimulant. C'est un biostimulant qui existe, qui a été homologué donc, en 2016 et qui a été renouvelé là, en 2021 pour une autre utilisation. Donc ce que vous avez lorsqu'on appelle le nom du biostimulant ou du produit sur ANSES, vous allez avoir deux onglets ici intéressants, donc soit la zone de décision, soit la conclusion d'évaluation. Ça, moi, je vous conseille d'aller regarder parce qu'on peut voir des choses assez perturbantes. Donc ici, je vous ai fait un mélange des deux. Donc ici, vous avez la déclaration d'autorisation en haut, avec, il est marqué, je vous lis parce qu'on ne voit pas très bien, le produit est autorisé en France pour les cultures, usages et machin, et conditions stipulées en annexe. Ça, c'est la décision de l'ANSES. Si on va derrière dans le dossier d'homologation et qu'on va gratter un peu, je ne vous ai pas mis le tableau avec les efficacités au champ parce qu'il était trop grand, mais je vous ai mis la conclusion. Conclusion sur les revendications et la dénomination de classe et de type. Donc c'est un produit qui a apporté suffisamment de preuves pour être homologué. Il est bien stipulé qu'il est considéré comme démontré en conditions contrôlées, ici en vert. Par contre, dans les conditions d'emploi préconisées, ne permettent pas de démontrer l'efficacité de ce produit au champ. Alors ce produit, il est vendu pourquoi? Pour être utilisé en conditions contrôlées? Voilà. C'est un petit aparté, mais j'avais envie de vous montrer ce genre de choses, et qu'en allant gratouiller un peu sur le site de l'ANSES, on peut trouver des informations qui sont quand même intéressantes. Et ce produit-là, je ne vais pas vous dire qui c'est, mais c'est un gros produit. C'est un produit qui est utilisé en grande culture, qui est utilisé en maraîchage, qui est utilisé en arboriculture en tant que biostimulant. Voilà, ils ont, je ne sais plus combien, mais je crois une vingtaine de sous-produits de cette matière active qui sont vendus. Vous avez une info, je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, il y a les dates. Donc, si vous voulez, vous allez regarder les dates et puis vous allez sur le site de l'ANSES. Mais non, un truc à faire, c'est que c'est un des seuls produits qui a été homologué en France. Par une homologation française, par une étude faite en France et évaluée par l'ANSES. En fait, c'est comme ça que j'ai mis la main dessus. J'ai cherché un qui n'était pas homologué avec juste une reconnaissance d'AMM mutuelle. Bon, ben là on a vu qu'a priori, même dans les dossiers d'homologation, l'efficacité au champ n'était pas prouvée. Donc, que penser de ces produits? Alors, je ne veux pas jeter bébé avec le bumin, parce qu'il y a quand même des produits qui ont un impact, qui peuvent fonctionner, en tout cas de manière modérée,
On va pas vous dire tous les stimulateurs de défense ou tous les biostimulants, c'est nul. Il y en a qui ont un impact, comme je vous ai dit tout à l'heure, des micro-organismes, ils peuvent avoir un impact sur du starter, donc mise en place de symbiose avec tous les micro-organismes du sol qui sont déjà présents. Il peut y avoir un impact aussi des acides fulviques, acides humiques, tout ça c'est connu, hein. On sait que ça a un impact sur la porosité du sol, sur la formation des micro-agrégats, sur les bactéries anaérobiques, etc. Et donc forcément sur la vie du sol. Mais ce qu'il faut absolument avoir en tête, c'est quand on utilise un produit ou quand on fait de la régénération des sols, là c'est un truc que je n'ai pas encore dit, si les illusions étaient là, ils m'auraient flingué depuis le début, c'est contextualiser. La première des choses à faire, je vous ai parlé tout à l'heure de regarder, mais regardez où est-ce qu'on est. À quel niveau on est? À quel niveau de régénération on est? À quel niveau de dégradation on est? Donc, vu que les biostimulants, a priori, ils fonctionnent en conditions contrôlées, donc ils fonctionnent sur des sols morts. Donc, est-ce que ce ne serait pas une idée de quand même les considérer et de pouvoir les utiliser quand on est vraiment très très bas dans la courbe? Et à partir du moment où on commence à remonter la courbe de régénération, permettez-moi de douter de l'efficacité de ces produits, tout simplement. Bon, maintenant je vais vous parler rapidement de préparation de maison. Donc, les préparations de maison, on n'a pas énormément de données dessus. Ce qu'on a, déjà, c'est ça, c'est que c'est des déchets produits par l'agriculteur pour l'agriculteur. Et donc, il y a un recyclage de ses propres déchets. Et donc, qu'est-ce qu'elles font, ces préparations de maison? Elles vont faire en fait comme des biostimulants, hein, elles vont avoir le même genre d'allégations, donc activer les mécanismes naturels de régénération des sols. Mais en plus, elles vont souvent apporter des nutriments. Ça va être des choses assez complètes. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme préparation de maison qui peuvent être faites? Première des choses, la plus utilisée, le compost. Faire un bon compost, ça peut valoir le coup. Et je pense que vous le savez tous, hein, un compost, ça marche. Ça fertilise et ça apporte des micro-organismes, des macro-organismes. Ça permet de développer, de régénérer un sol. On peut régénérer un sol en utilisant un compost si on utilise un bon compost adapté à notre sol. Les TCO, donc les thés de compost oxygénés, les lactofermentations et la lithofère. Bon, je vais vous parler que de cela, c'est déjà pas mal. Mais c'est des choses qui peuvent être faites à la maison. Et donc, vu que ça peut être fait à la maison, ça ne coûte pas grand-chose. Il n'y a pas d'homologation à faire vu qu'on ne les vend pas. Ces produits-là, on les produit pour nous-mêmes, on ne les vend pas, donc ils n'ont pas besoin d'être homologués, il n'y a pas besoin de les déclarer, il n'y a pas besoin d'autorisation de mise sur le marché, etc., vu qu'on les utilise directement. Mais un des soucis avec ces produits, c'est ce que je vous ai dit en introduction, là, c'est que ces produits, on n'a quasiment pas de données scientifiques sur comment est-ce qu'ils fonctionnent. On a très peu de retours de données de terrain, à part des choses dites comme ça sur un coin de table, mais on n'a quasiment pas de publication. On n'a quasiment pas de validation de protocoles qui ont été validés pour prouver que ces produits fonctionnent. Par contre, on a un certain nombre de gens qui nous disent « moi je les utilise au champ et ça fonctionne ». Donc globalement, qu'est-ce que ça contient tous ces produits-là? Bon, à part le compost qui va contenir de la matière organique et des nutriments, en plus en grosse quantité, les autres, ils vont tous contenir des extraits, d'algues pas forcément, mais des acides humiques, des extraits végétaux, des acides aminés et des êtres vivants, avec essentiellement des bactéries anaérobiques. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais ça, tout à l'heure, c'est ce que je vous montrais en vous montrant les biostimulants. Sauf que les biostimulants, c'était soit lui, soit lui, soit lui, soit lui. Là, il y a tout dedans. Donc, on va avoir des éléments chimiques qui vont avoir un impact sur des mécanismes physiologiques, comme je vous disais tout à l'heure, type absorption du phosphore, etc., etc., etc. Et on va aussi avoir des êtres vivants. Et essentiellement des bactéries anaérobiques.
Donc les composts, bon, vous savez ce que c'est un compost, non, je ne vais pas vous montrer non plus, mais ce que je peux vous montrer, c'est qu'il y a certaines personnes qui s'amusent à faire des composts adaptés à la problématique terrain. Donc c'est les gens dont je vous ai parlé tout à l'heure qui font les analyses de microscopie et qui vont aller identifier en microscopie les proportions de bactéries et de champignons. Ben, ces gens-là, ce qu'ils font, une fois qu'ils ont fait leur diagnostic, ils vont être capables de proposer un compost adapté pour pouvoir remonter le niveau du sol pour que tous les micro-organismes soient dans les seuils d'optimum. Donc ils ont des méthodologies en faisant les mélanges avec des pourcentages différents de déchets verts, humains, azotés, mais binoculats, et ils vont pouvoir adapter le compost à la problématique et donc au contexte. Là, c'est quelques essais qu'ils ont fait. Donc ici, c'est un essai sans travail du sol. Donc ici, il n'y a rien eu. Ici, il y a un épandage de compost. Ici, un épandage de compost plus de thé de compost. Et ici, juste le thé de compost. Et donc, ils ont fait pousser du chanvre, qu'est-ce qu'ils ont mis déjà là-dessus? Ils ont mis du chanvre, du maïs et du tournesol. Et un petit couvert. Voilà, une fois que ça a poussé, on peut voir ce genre de choses. Donc vous voyez bien que le compost, amendé en surface, que c'est même pas mélangé au sol, a bien un impact sur la santé des plantes et sur leur développement. Ensuite, les thés de compost. Bon, les thés de compost, on prend un compost, on en fait un thé. Donc on va le mettre dans de l'eau, on va chauffer, on va rajouter de l'oxygène. On va faire ce qu'on appelle un thé de compost oxygéné. Souvent, dans ces thés de compost oxygénés, on va même rajouter des acides aminés ou des acides humiques achetés dans le commerce pour pouvoir vraiment avoir un thé de compost optimisé et avec tout ce qu'il faut dedans. Dans ces thés de compost, ici, on voit, c'est tout heureux qu'on fait un test sur prairie et on voit bien la différence entre la prairie qui a eu du compost et des thés de compost et la prairie qui n'en a pas eu. Donc ça, c'est en avril, et ça, c'est en mai. Et donc, ce qu'ils ont pu constater, c'est qu'on avait fait 6 pâtures sur la parcelle régénérée contre une seule sur la parcelle Poitiers en conventionnel. Que l'herbe était bien plus riche en protéines et en minéraux, et donc que les vaches étaient mieux nourries, et donc que les coûts vétérinaires baissaient drastiquement. Donc on est un peu sur le discours de tout à l'heure, de si la vie est bonne partout, eh bien, ça resplendit et ça se transfère jusqu'à l'organisme final de la vache. Ici, c'est sur de la vigne. Et donc, sur la vigne, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu les raisins de table. Ils ont vu 315% d'augmentation de la diversité microbienne dans les sols. Donc, ils ont multiplié par 3 la diversité de micro-organismes présents dans les sols en utilisant des thés de compost. Ils ont augmenté une augmentation de 46% de récolte et une baisse de 33% des coûts en intrants. Vous voyez que ce genre de produit, ça peut être quand même intéressant. Je vous laisse prendre en photo. C'est bon? Alors ensuite, les fermentations lactiques. Alors là, on rentre dans autre chose. C'est l'utilisation de déchets, lactofermentation. On en parle sur plein de trucs de cette lactofermentation. On en entend parler même pour la santé humaine, avec toute une idée à l'heure actuelle des fermentations qui permettent de régénérer notre microbiote et d'avoir une meilleure santé en utilisant justement des choucroutes, des choses comme ça, des fermentations lactiques. Et on se rend compte qu'a priori, les fermentations lactiques auraient aussi un impact sur la microbiologie des sols et un impact très favorable. Donc comment on fait une fermentation lactique? Globalement, on va prendre des déchets organiques, on va rajouter du sucre, du seigle, on va mettre tout ça dans un gros bidon avec de l'eau en anaérobie pour que les bactéries anaérobiques se développent. Et il faut que très vite le pH chute en dessous de 4 et on va avoir une fermentation lactique qui se met en route. Et donc nos déchets en matière organique vont pouvoir être valorisés en fermentation lactique.
Donc cette fermentation lactique, on peut la faire avec plein de choses, hein. Ici, vous avez de la drèche de bière, vous avez du pain, des déchets de pain, tout simplement, de boulangerie, ou ici des melons. Donc ça, c'est des choses qui m'ont été transmises à Isabella Tomasi. Et donc Isabella, son dada, c'est le kiwi en Italie. Je ne sais pas si vous savez, mais en Italie, les kiwis, ils sont en train de mourir, dû à une maladie qu'ils appellent la moria. Et donc, ce qui est noté là, hein, globalement, dès qu'il fait un peu trop chaud, les plantes commencent à présenter, les feuilles commencent à présenter un flétrissement. Hop, excusez-moi. Qu'on peut voir ici, là. Bon. Et une fois qu'il y a ce genre de symptômes, les plantes, dans les 2 ans, elles sont mortes. Mais Isabella, selon elle est arrivée dans des vergers qui avaient commencé à présenter des symptômes. Ils ont fait des traitements aux lactofermentation, mais des traitements 200 litres hectares en fertilisation. Et elle est arrivée à ce genre de résultat où les plantes se sont remis à pousser, se sont remis à avoir des feuilles malgré la sécheresse et ne présentent plus de symptômes de flétrissement. Selon elle, toujours aussi sur poirier, ici, on voit que ici vous avez un poirier non traité, ici un poirier traité, toujours en fertilisation avec de la fermentation lactique. Les fruits sont 3 fois plus gros, la peau est plus lisse, la chair est plus ferme et les feuilles sont plus vertes et plus grandes. Donc ça, c'est les résultats qu'on m'a transmis. Moi, il me manque un peu des choses. J'aimerais bien avoir un peu plus, avoir des résultats chiffrés sur lesquels on puisse faire des analyses de stats, ce genre de choses, pour pouvoir vraiment vous dire que ces produits fonctionnent bien. Mais bon, ils sont utilisés par pas mal de gens. Ici, par exemple, c'est Mylène Souligné qui, elle, me dit que ce qu'elle a constaté, lorsqu'elle a utilisé une fermentation lactique, c'est une régénération de la porosité et de la structure des sols. Ce qui pourrait être expliqué par le fait que ces produits sont relativement acides, ont un pouvoir redox très très bas, donc sont plutôt réducteurs, et donc vont favoriser les anaérobiques. Et les anaérobiques vont donc, toujours la même chose, ont besoin d'être protégés de l'oxygène, d'être en dehors de l'oxygène, donc vont être dans des micro-agrégats, et donc formation de micro-agrégats, formation de colle, formation de porosité. Ce serait une des hypothèses de comment fonctionnent ces produits. Moi, j'arrive où ? Et puis ensuite, qu'est-ce que j'avais ? J'avais la lithofère. Bon, la lithofère, c'est comme une fermentation lactique, faite par contre avec de la litière forestière. Donc on va dans la forêt du coin ou le bosquet à côté de notre parcelle. On va prélever un peu d'humus, ou en tout cas les premières parties de la litière forestière, et on va implémenter notre fermentation lactique avec ces micro-organismes, en tout cas avec ces morceaux de forêt. Et donc on va avoir un développement de champignons en plus. Et donc dans la lithofère, par rapport à la fermentation lactique, on va avoir la présence de spores de champignons qui ne sont pas présentes dans la fermentation lactique. Mais sinon, c'est à peu près le même genre de crôleuse. Voilà comment on le fait, c'est les recettes. Et donc la lithofère, voilà ce qu'on peut obtenir avec de la lithofère. Là, c'est du tournesol. Et donc on voit bien sans, avec, on voit qu'il y a quand même un impact sur la croissance des plantes. Donc pour finir sur ces produits et ces préparations maison, je reviens à la diapo de tout à l'heure. Donc c'est des produits qui peuvent être intéressants. Pourquoi ? Parce que au pire, même s'ils ne fonctionnent pas ou pas très bien, ils ne vont pas coûter de sous, ou très peu. Donc ça vaut le coup, quitte à essayer quelque chose, est-ce qu'il ne vaut mieux pas essayer d'utiliser ça que d'utiliser un biostimulant commercial ? C'est une question que je pose. Par contre, le problème, comme je vous ai dit, c'est qu'on n'a pas assez de données. On n'a pas assez de données, on a quelques données champs, mais c'est des données d'agriculteurs qui nous disent « oui, moi j'ai des résultats », mais on n'a pas les résultats, on n'a pas les mesures, on n'a pas les choses faites de manière carrée, telle qu'on en aurait besoin pour pouvoir prouver le fonctionnement de ces produits. Et il y a très très peu d'études qui sont faites en laboratoire, que ce soit par les académiques ou par les gens qui développent ce genre de produits. Pourquoi ? Parce qu'un industriel, il n'a pas envie de développer une lithofère ou il n'a pas envie de développer une fermentation lactique, parce que ce ne sera jamais la même. Vu qu'on va utiliser les déchets
qu'on a de disponibles. Si c'est jamais les mêmes, ben, ça ne peut pas être homologué. Première chose demandée dans l'homologation d'un produit, l'homogénéité chimique. Donc, c'est des produits qui n'intéressent pas les industriels, donc ils ne mettent aucune bille dedans pour essayer de les développer. Ce qui me permet d'arriver presque à ma conclusion. Donc, il va falloir qu'on produise des essais, qu'on produise de la donnée pour pouvoir légitimer et favoriser l'utilisation de ce type de produit. Et donc, en conclusion, qu'est-ce que j'ai moi comme perspective à l'heure actuelle pour travailler sur tout ça? Je fais une étude donc en collaboration donc, avec François Hérissou, Agripaysage 32 et RD Coves. Et on fait une étude sur une station à Charpilliers-Ferrières, donc c'est en Corrèze. C'est une ancienne station struffière. Et on essaye un certain nombre de choses. On implémente en plantant des haies fruitières. On plante des couverts à dominance légumineuse, parce que les légumineuses vont être aussi vont plus favoriser les endomycorhizes. Et on va faire des notations agronomiques classiques, comme je vous ai montré, test bêche, notation de productivité, etc., etc. Et on va continuer les études de métabarcoding, donc d'identification de nos réseaux et de nos populations de mycorhizes et de champignons au sein de notre parcelle en fonction des pratiques agricoles mises en place. Donc ce qu'on a comme hypothèse, cette hypothèse on l'a parce qu'on a déjà des essais qui ont montré ça, donc l'essai microagrave, je ne vous le montrerai pas, qui a été fait par François Hérissou, c'est un programme qui a duré pendant 5 ans. Mais on sait qu'en favorisant les endomycorhizes, on augmente les échanges entre les différentes strates de plantes. Et donc notre arbre fruitier en bordure de parcelle va donner des nutriments nécessaires au moment de la germination de notre plante cultivée au sein de la parcelle, par l'intermédiaire de ces endomycorhizes. Donc on voudrait produire de la donnée là-dessus. Donc ça, c'est les perspectives, moi personnellement, ce que je fais. Et autre chose aussi dans laquelle j'étais impliqué, là, cet été, j'ai été convié parmi une trentaine de personnes, donc des agronomes, des pédologues, des climatologues, des choses comme ça. Et on a monté un collectif qui s'appelle le Plan Marval, où on a décidé de travailler ensemble et de mettre en commun nos données pour pouvoir réussir à avancer sur la régénération des sols. Parce qu'on a beaucoup de spécialistes qui font des choses chacun dans leur coin, mais on n'est jamais plus puissant qu'en groupe. Et donc on est en train de monter ce groupe, on est en train de monter ce collectif, on l'a monté. Et on a un certain nombre de personnes qui s'impliquent là-dedans, qui utilisent différentes techniques de régénération des sols. Et l'idée, c'est de partager ensemble, de créer un réseau, partager des données pour pouvoir derrière, si possible, publier. Et avoir la reconnaissance par les instances type INRA, CNRS, de la recherche publique, puis ensuite la reconnaissance par les politiques du fait que la régénération des sols, c'est un truc hyper intéressant, hyper important et qu'on a des outils. Et voilà, donc c'est ma conclusion. Il faut qu'on se batte ensemble.